Au crépuscule, la cabane derrière le magasin d'aliments empestait la sueur, le kérosène et un silence acheté à vil prix. Les poignets de Clara étaient rougis par les menottes de fer que sa mère lui avait claquées 1 heure plus tôt. Assise sur le sol en terre battue, son ventre gonflé se soulevant à chaque respiration, elle refusait de croiser le regard de quiconque. 8 mois de passé, et tu n'as pas pensé qu'elle avait besoin d'un médecin? La voix d'Elias, basse et rocailleuse, trancha l'air de la pièce. Ni colérique, ni bienveillante, juste lasse. Elle a besoin d'un mari, pas d'un fichu rebouteux, cracha la vieille femme, ses lèvres gercées se retroussant tandis qu'elle transférait son poids d'une botte boueuse à l'autre. Un homme comme toi devrait connaître la différence. Je n'ai pas besoin d'une épouse, dit Elias, son regard non pas sur Clara, mais quelque part derrière elle, comme s'il voyait des fantômes dans les murs aux veines de bois. J'ai besoin de calme. L'échange se fit sans plus de bruit. 2 pièces d'argent, ternes et anciennes, une cruche de whisky et un billet à ordre pour la moitié d'un bœuf abattu à l'automne. La mère déverrouilla les menottes comme on détache un sac de pommes de terre et poussa Clara vers la porte. « Ne lui cause pas de problème, murmura-t-elle. Il a payé plus que tu ne vaux. Elias ne la toucha pas. Il fit seulement un signe de tête en direction du cheval qui attendait, sa crinière luisante de sueur. Clara monta lentement, les yeux brûlants, la gorge serrée à force de retenir ses larmes. Le trajet jusqu'à sa ferme fut silencieux, seulement troublé par le vent. 3 miles de piste étouffées par la poussière et d'ombres de pins qui semblaient respirer. Sa maison se dressait au bord de nulle part. Pas de voisins, pas de clôture, juste une terre sauvage et un porche qui semblait n'avoir pas entendu de rire depuis une décennie. Il l'aida à descendre, lui désigna la porte. À l'intérieur, l'air était pur, trop pur. Aucune odeur de tabac, aucun parfum, seulement de la fumée de bois et de l'huile de citron. Une unique photographie était accrochée de travers au-dessus de la cheminée. Une femme aux yeux vifs, les mains enroulées autour d'une couverture de bébé, l'enfant absent. « Tu peux rester ici, » dit Elias en montrant une pièce sur la gauche. « Le lit est ferme. Il y a de l'eau près du poêle. Je n'entrerai pas sans frapper. » Clara ne parla pas. Ses doigts effleurèrent le repli caché de sa botte, là où elle avait cousu une lame fine quelques jours auparavant. Elle hocha la tête une fois et entra. La chambre sentait la lavande et la poussière. Le lit était couvert d'un couvre-lit trop raffiné pour le reste de la maison. Une brosse, un miroir et une paire de chaussures neuves étaient soigneusement posés à côté de la commode. Ce n'était pas une prison, mais cela y ressemblait. Plus tard, cette nuit-là, bien après que les coyotes eurent commencé leur chant aux étoiles, Clara gisait éveillée, une main sur son ventre, l'autre enroulée autour de la poignée de son poignard. Le bébé donna un coup. Son souffle se coupa. Elle écouta, guettant des bruits de pas. Rien, juste le vent et le craquement occasionnel des vieilles poutres. Vers minuit, elle se glissa hors du lit, faisant attention à ne pas faire grincer le plancher. Le couteau était petit, mais aiguisé. Elle le sortit et s'avança pieds nus vers la pièce principale. Pas de lumière, pas de son. Son cœur battait comme un tambour dans ses oreilles. Elle se déplaça vers le porche.
Une pluie fine et froide avait commencé à tomber en chuchotant. Elle le vit alors, pas dans son lit, ni en train de la surveiller, mais agenouillé sur les planches de bois, une lampe à huile vacillante à ses côtés. Elias enfilait un nouveau lacet de cuir dans une selle déchirée, le front plissé par la concentration, les mains stables. La pluie trempait sa chemise, gouttait de ses cheveux. Il ne la remarqua pas. Il parlait doucement, à personne. Elle disait toujours que cet endroit avait besoin de réparation. Elle ne parlait pas que de la clôture. Clara resta figée, le couteau pendant inutile à son côté. Il leva les yeux, la voyant enfin, et dit seulement « Je n'arrivais pas à dormir ». Elle secoua la tête. Il acquiesça une fois, puis retourna à sa selle, cousant à travers le silence. De retour dans sa chambre, Clara cacha le couteau sous l'oreiller. Non par confiance, pas encore, mais par un sentiment plus complexe, quelque chose qui faisait moins mal que la peur. Le matin, il laissa du pain et de la confiture de mûre sur la table. Pas de mots, pas de questions. Juste du pain et le silence. Le genre de silence qui n'était pas pesant, pour une fois, juste calme. Le soleil du matin se déversait à travers les rideaux de dentelle de la chambre qu'Elias lui avait donnée, jetant des ombres douces et dorées sur le couvre-lit, cousu main. Clara s'assit, le parfum de lavande séché s'accrochant encore au coin, se mêlant à quelque chose de plus ancien. Du cèdre, de vagues pétales de rose et le temps. La pièce n'avait pas été changée depuis des années. Une broderie inachevée reposait sur le rebord de la fenêtre, le fil pendant comme une promesse oubliée. À côté, un livre de psaumes usé par l'usage. Au centre du mur du fond, un portrait était légèrement incliné. Une femme, pas plus âgée que Clara, avec des cheveux sombres soigneusement épinglés et un regard tranquille, ni souriante, ni triste, simplement en attente. Elias n'entrait jamais dans la chambre. Chaque matin, elle se réveillait avec du pain de maïs chaud laissé devant sa porte, une bouilloire chantant déjà sur le poêle. Parfois, il y avait des fagots de bois supplémentaires soigneusement empilés, une robe propre, reprisée et pliée au pied de son lit. Il parlait peu, juste un hochement de tête quand elle passait. La nuit, la maison était immobile, le seul son étant le tic-tac de l'horloge sur la cheminée et le faible crépitement du bois de chauffage se consumant en cendres. Clara avait vécu dans des maisons où les cris emplissaient les murs, où la faim arpentait les planchers, où le silence était tranchant et furieux. Mais ce silence était différent. Il ne la scrutait pas avec méfiance. Il la laissait respirer. Un après-midi, alors que le vent tournait et que les nuages s'amoncelaient bas sur la vallée, un coup sec à la porte surprit Clara tandis qu'elle épluchait des carottes près de la fenêtre ouverte. Elias ouvrit avant qu'elle ne puisse réagir. Une femme au bonnet noir se tenait dehors, de la boue collée à ses bottes, la mâchoire serrée comme la pierre. « Martha, dit Elias, la voix égale. « Je suis venu pour les œufs, lança la femme, son regard glissant par-delà Elias jusqu'à Clara. Et pour voir cette fille que tu as ramenée. Clara recula instinctivement. La rondeur de son ventre était indéniable, même sous son châle. Eh bien, siffla Martha, les mains sur les hanches, n'est-elle pas bien mûre? À peine une femme elle-même est déjà gonflée comme une citrouille d'automne. Quel est le problème, Elias? La ville est trop calme, sans un scandale. Elias ne bougea pas. C'est ton nouvel animal de compagnie? Cracha Martha. Ça n'a pas pris longtemps, n'est-ce pas? Après avoir enterré ta femme,
Tu ramènes quelques traînées pieds nus venus des plaines. Tu les as toujours aimés jeunes. Clara se figea. Le couteau dans sa main trembla légèrement, mais Elias se contenta de regarder la femme, le visage impassible. Tu veux des œufs? Dit-il. Prends-les. Il se retourna, entra dans la cuisine et revint avec un petit panier. Il le lui tendit sans un mot. Martha le lui arracha, ses yeux brûlants toujours Clara du regard. Elle ne durera pas, tu sais, la vermine ne dure jamais. Elias ne dit toujours rien. Il recula, posa une main doucement sur la porte et la ferma. Pas claquée, juste fermée. Le déclic résonna dans le silence qui suivit. Clara resta debout un long moment après le départ de Martha. Ses doigts reposaient sur son ventre, l'enfant remuant à l'intérieur. Elle attendit qu'Elias s'explique, s'excuse, lui dise qu'elle n'était pas ce que cette femme disait. Mais il ne le fit pas. Il retourna sur le porche, prit sa place sur le rocking chair usé et commença à tailler un morceau de cèdre sans lever les yeux. Il ne l'avait pas défendu, il n'avait pas nié, il avait juste fermé la porte. Cette nuit-là, Clara s'assit au bord du lit, se brossant les cheveux devant le miroir. Derrière elle, le portrait de l'autre femme, l'épouse, observait en silence. Clara lui chuchota, presque sans le vouloir. Il a plus peur de leurs mots que des miens. Et elle réalisa alors qu'il ne l'avait pas acheté pour la sauver. Il l'avait acheté parce qu'il avait cessé de croire en sa propre valeur, parce que les fantômes étaient plus faciles à gérer que les gens, parce que le silence ne pouvait l'accuser de rien. Mais elle n'était pas un fantôme, elle était encore en vie, et son enfant le serait aussi. Le vent hurlait comme une bête sauvage cette nuit-là, faisant trembler les volets et s'insinuant à travers le plancher comme des doigts froids cherchant la chaleur. Clara gisait dans son lit, les yeux ouverts, les muscles tendus. Chaque craquement de la maison nourrissait son malaise. Elle avait compté les jours, près de 2 semaines que sa mère l'avait vendue comme du bétail. Elias ne l'avait pas touchée, ne lui avait même pas parlé plus que nécessaire, mais le silence n'était plus réconfortant. C'était comme attendre qu'une corde se resserre. Elle se leva sans allumer la lampe, s'habillant tranquillement dans le long manteau qu'Elias avait laissé accroché au mur. La lame dans sa botte pressait contre sa cheville, un sinistre rappel que la liberté avait toujours un prix. Elle enfila des chaussettes épaisses, serra son châle autour d'elle et sortit par la porte de derrière. Le froid la frappa comme une gifle. La neige avait commencé à tomber, légère mais rapide, s'accumulant sur le chemin de pierre fissuré. Elle avança contre le vent, les dents serrées contre la morsure de l'air, ses bottes crissant doucement. Elle ne savait pas où elle allait, seulement qu'elle devait partir, loin de la maison de l'homme silencieux, loin des chuchotements, loin du fantôme d'une femme dans chaque fibre de cette chambre. Mais une torsion soudaine de douleur dans son flanc l'arrêta net. Elle haleta, s'agrippant à la balustrade pour garder l'équilibre. Une autre secousse, plus bas cette fois, et plus forte. Elle se plia en deux, la neige piquant ses genoux alors qu'elle tombait. Sa respiration venait par courtes bouffées, formant un nuage dans l'obscurité. Non, murmura-t-elle, pressant sa paume contre la courbe tendue de son ventre. Pas maintenant. S'il te plaît, pas maintenant. Un bruit, des pas, lourds et rapides. Puis la voix d'Elias, rauque d'urgence. Clara. Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. La douleur déferla à nouveau. Puis ses mains,
furent sous elle, la soulevant avec aisance, son corps pressé contre la laine trempée de son manteau. Il la ramena dans la maison sans un mot, passant directement devant le feu jusqu'à la chaleur du lit matelassé. Il s'agenouilla à côté d'elle, le visage rougi par le froid, et posa une main calleuse sur son ventre. Sa voix, quand elle vint, était basse et tendue. Ne laisse pas ton enfant mourir à cause de ce que les gens disent. Ces mots la frappèrent comme le tonnerre dans un ciel calme. Elle le fixa, incapable de détourner le regard. À cet instant, il n'était pas l'homme silencieux qui évitait les questions. Il était quelqu'un d'autre, quelqu'un qui savait ce que signifiait perdre. Plus tard, lorsque la douleur s'atténua et que sa respiration redevint normale, Clara parla pour la première fois de son passé. Il fit. Elle voulait que je serve à boire, dit-elle, les yeux fixés sur les flammes dansant dans l'âtre. Verser du whisky, m'asseoir sur les genoux des hommes et sourire comme si de rien n'était. Les mineurs payaient mieux si la fille était jolie. Elle marqua une pause, ses doigts agrippant le bord du couvre-lit. J'ai dit non, une fois, juste une fois. Elle m'a enfermé dans la chèvrerie pendant 2 nuits. Après ça, j'ai arrêté de dire non. Elias ne dit rien. Il fixait simplement le feu, les épaules tendues. Je me suis enfuie, continua Clara. J'ai trouvé un travail pour laver des draps dans une pension à Dry Creek. C'est là que je l'ai rencontré. Le père, il était gentil jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Elle regarda Elias. Je ne sais même pas s'il est au courant. Je ne sais pas si je veux qu'il le sache. Elias hocha la tête une fois, lentement. Puis il se leva, ajouta une bûche dans le feu et la laissa dormir. Mais le sommeil ne vint pas facilement. Clara dérivait entre des demi-rêves la voix de sa mère, l'odeur du whisky, le poids du souffle d'un homme sur sa peau. Quelque temps après minuit, elle se réveilla en sursaut. Il y avait un son faible, déchirant, des pleurs. Elle s'assit, le souffle coupé. Le bébé? Non. Cela venait de l'extérieur de sa chambre. Elle se leva doucement, marcha vers la source du bruit et s'arrêta au bout du couloir. Par l'embrasure de la porte, elle vit Elias assis près de la fenêtre, le clair de lune traçant des lignes d'argent sur son visage. Au creux de ses mains reposait une minuscule robe, rose, cousue main, délicate comme un soupir. Il la tenait comme on tiendrait un souvenir que l'on a peur de briser. Elle l'a faite après la 3e, dit doucement Elias, sans se retourner. Elle croyait encore que ce serait différent la fois d'après. Clara s'approcha, sa voix à peine un murmure. La 3e quoi? La 3e perte, dit-il. Elle en a perdu 7. Je les ai tous enterrés derrière la crête. Garçons, filles, nous ne leur avons jamais donné de nom. Il traça l'ourlet de la robe avec un doigt. J'ai enterré ça avec la 7e. Je ne pouvais plus la regarder. Et brûla d'asti. Clara se tenait en silence, l'air chargé d'un chagrin qui s'étendait au-delà des années, au-delà des mots. Et à cet instant, elle comprit. Il ne fermait pas la porte au monde par cruauté. Il la fermait parce que le monde lui avait pris tout ce qu'il avait un jour osé aimer. Le matin après les larmes, la neige avait presque fondu, révélant l'herbe brune et cassante en dessous. Clara se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant Elias seller son cheval. Il bougeait lentement, avec précision, comme toujours. Mais quelque chose avait changé. La nuit précédente avait transformé le silence entre eux en autre chose, non plus fait de peur ou d'incertitude,
mais de chagrin partagé. Après qu'il fut parti vers la ville, Clara s'enveloppa dans son châle et sortit. Le vent s'était adouci, l'air était humide de dégel. Elle suivit le sentier étroit derrière la grange, ses bottes craquant sur la terre à moitié gelée, passant devant le poulailler et la clôture brisée. Les empreintes la menèrent plus loin qu'elle n'avait jamais osé aller, à travers un bosquet de pins clairsemés, jusqu'à une pente douce où les arbres se raréfiaient et le ciel s'élargissait. Au sommet de la crête, elle les vit. 7 stèles, usées et inégales, alignées comme des prières oubliées. Pas de nom, juste des chiffres, grossièrement gravés à la lame dans le bois vieilli. Le souffle de Clara se coupa. Elle s'agenouilla devant la dernière, la 7e. La terre y était plus récente que sur les autres, l'herbe luttant pour pousser. Une seule fleur sauvage, rabougrie et courbée par le froid, s'appuyait contre la stèle, comme si elle aussi était en deuil. Elle tendit la main, les doigts tremblants, et la posa sur le bois. Chaud. D'une manière ou d'une autre, incroyablement chaud. Et soudain, les larmes vinrent. Pas à cause de la peur, de la honte ou de la solitude, mais à cause du poids de tout cela. Le silence qu'elle avait pris pour de la menace, le chagrin pris pour de la cruauté. Elias n'était pas l'homme dont le village chuchotait dans l'ombre. C'était un homme qui avait enterré 7 morceaux d'espoir. Elle pleura pour eux, pour lui, pour elle-même. Elle ne l'entendit pas approcher, mais quand elle se retourna, il était là, debout à la lisière du bosquet, son chapeau à la main, le regard indéchiffrable. Il ne parla pas, ne bougea pas. Il la regardait simplement comme on regarde un feu, sachant qu'il peut réchauffer ou détruire. « Je pensais que vous l'aviez tué, » murmura Clara, la voix rauque. « Je pensais... » Il disait un... « Je sais ce qu'ils disent, » répondit doucement Elias. « Et je les laisse dire. » Pourquoi? Parce que se disputer demande plus de souffle que le silence. Ses yeux dérivèrent vers les stèles, puis revinrent sur elle. Chacun d'eux a pris un peu plus d'elle, et de moi. Au 7e, il ne restait plus rien. Clara se releva lentement, sa main frôlant le bord de la croix de bois. Elle a essayé de planter des roses ici, dit-il. Elles n'ont jamais poussé. Le sol est trop pauvre, le vent emporte les pétales. Peut-être ce printemps, dit Clara, nous pourrions réessayer. Pour la première fois, son visage changea à peine. Une lueur de quelque chose qui ressemblait presque à de l'incrédulité. Puis il hocha la tête une fois, comme un homme qui entend quelque chose qu'il ne savait pas avoir besoin d'entendre. Ils restèrent là un moment de plus, sous un ciel qui promettait encore du froid avant la chaleur. La crête semblait sacrée, pas à la manière des églises, mais à la manière d'une douleur remémorée et honorée. Puis, sans un mot, ils redescendirent ensemble, leurs pas lents, réguliers et côte à côte. Les jours s'allongèrent et la neige commença à retirer ses doigts de glace de la terre. Des pouces d'un vert obstiné perçaient le sol gelé. Le ciel n'était plus d'un gris plat, mais teinté du bleu pâle d'un printemps approchant. Quelque chose au sein de la maison changea aussi. Pas bruyamment, mais doucement, silencieusement. Clara n'attendait plus qu'Elias parte pour sortir. Elle se joignait à lui, enfilant des gants, tenant les clous pendant qu'il réparait la clôture sud, lui tendant des planches, tandis qu'il rapiéçait le toit du bûcher. Elle boitait un peu maintenant,
le poids de son ventre plus prononcé chaque semaine, mais elle se déplaçait avec détermination. À midi, elle cuisinait des galettes de maïs, un ragoût de haricots, du lapin qu'Elias avait piégé le matin. Parfois, il parlait. Le plus souvent, il écoutait. Et chaque soir, alors que le feu crépitait et que le ciel passait de l'or aux marines, Clara lisait à haute voix la Bible usée posée sur le buffet de la cuisine, ses pages douces après des années à être tournées. Elle lisait lentement, s'arrêtant pour poser des questions, pour s'interroger à voix haute sur des passages. Qu'est-ce que ça veut dire quand il est écrit? Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Elias, qui taillait une cuillère en carrier dans son rocking chair, répondit sans lever les yeux. Ça veut dire que parfois, il faut perdre quelque chose pour comprendre ce qui vaut la peine d'être trouvé. Un après-midi, Clara se tenait près du porche où Elias s'occupait d'une ligne tordue de piquets en bois le long de la clôture. Elle remarqua que la terre était sombre, fraîchement retournée. À côté de chaque piquet se trouvait un bulbe, à moitié enfoui. Vous replantez des roses, dit-elle en s'approchant. Il leva les yeux, s'essuyant les mains sur un chiffon. Elles ne prendront pas. Elles n'ont jamais pris. Clara s'accroupit lentement à côté de l'un d'eux, ses mains pressant légèrement la terre. Alors pourquoi continuer à essayer? Elias haussa les épaules. Parce qu'elle y croyait, dit-il. Même le sol le plus dur finit par céder si on est assez patient. Et vous? Il hésita, puis la regarda pleinement. Je n'y ai jamais cru, mais j'ai continué à planter, parce que quand elle regardait par la fenêtre et qu'elle les voyait, même ceux qui ne fleurissaient pas, elle souriait comme s'ils avaient fleuri. Clara ravala la boule qui lui montait à la gorge. Elle attrapa l'un des piquets et retourna doucement la terre, recouvrant soigneusement le bulbe. Je crois qu'elle avait raison. Plus tard cette nuit-là, alors que le vent chuchotait contre les fenêtres et que la chaleur du poêle enveloppait la pièce comme une couverture, Clara était assise à table, une main sur son ventre. Le bébé donnait des coups sous sa paume, rythmiques et forts. Si c'est une fille, dit-elle doucement, je l'appellerai Rose. Elias leva les yeux de sa sculpture. Ses yeux rencontrèrent les siens, calmes, stables. Elle sera têtue, ajouta Clara. Elle poussera là où personne ne l'attend, même si cela doit prendre du temps. Elias posa la sculpture et hocha la tête, non pas vivement, mais avec une certaine gravité. C'est un beau nom, dit-il, et un espoir encore plus grand. Cette nuit-là, le silence entre eux n'était plus un mur, mais un espace partagé, comme un champ attendant que les graines germent, comme le vide entre un battement de cœur et un souffle. Pour la première fois depuis des semaines, Clara ne rêva pas de la ville minière, ni des poings de sa mère, ni de l'odeur de whisky sur le manteau d'un étranger. Elle rêva de la lumière du soleil filtrant à travers des pétales de rose, de petites mains tirant sur sa natte, du sourire d'Elias qui n'engageait pas seulement sa bouche, mais tout son visage, tandis qu'une fillette aux joues maculées de terre pourchassait des poules au milieu des fleurs sauvages. Et dans le rêve, les roses s'épanouissaient. Pas parfaitement, pas toutes en même temps, mais c'était assez. Le vent, cette nuit-là, était différent. Chaud, sec, chargé d'une immobilité qui faisait taire jusqu'aux coyotes. Le ciel au-dessus de la crête avait pris une teinte violette, comme meurtri, et le tonnerre grondait au loin, tel un tambour d'avertissement venu des cieux.
Elias se tenait sur le porche, observant les montagnes lointaines. Un éclair illumina l'horizon, suivi quelques secondes plus tard par un coup de tonnerre si sec qu'il sembla fendre le ciel. Puis vint l'odeur, une fumée âcre, mordante. Clara posait la vaisselle sur la table lorsque la première volute de brume s'infiltra par la fenêtre ouverte. Elle s'arrêta, les narines frémissantes. Le bébé bougea nerveusement en elle, comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas. Elias fit irruption par la porte. Il y a un incendie, dit-il rapidement, attrapant déjà des couvertures. Près de Briar Ridge. Le vent le pousse par ici. Clara se dirigea vers la porte et regarda en direction de la lisière des arbres. Des flammes dansaient sur la pente lointaine, telles des étoiles en colère s'écrasant sur la terre. Nous devons partir, dit Elias, en plongeant des chiffons dans un seau d'eau. La vieille cabane en pierre, sur le sentier nord, elle est sûre. Clara hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Mais alors qu'elle se tournait pour prendre son manteau, une douleur aiguë lui transperça la colonne vertébrale, la forçant à se plier en deux. Elias, haleta-t-elle en s'agrippant au bord de la table. Il fut à ses côtés en une seconde, les yeux écarquillés. C'est le moment, murmura-t-elle, la panique lui nouant la gorge. Le bébé. Une autre contraction la frappa, plus forte cette fois, lui coupant le souffle. La fumée s'épaississait autour d'eux. Le feu approchait vite. Elias n'hésita pas. Il trempa 2 couvertures dans le seau, en enroula une autour des épaules de Clara et l'autre autour de lui. Puis, de ses bras puissants, il la souleva comme si elle ne pesait rien, berçant son ventre contre sa poitrine. Tiens bon, dit-il en ouvrant la porte d'un coup de pied. Dehors, le monde était devenu orange, des cendres flottaient dans l'air comme de la neige, et le vent hurlait à travers le champ, emportant des étincelles avec lui. Le sentier menant à la cabane de pierre serpentait à travers un ravin étroit, à moitié envahi par les broussailles sèches, et les flammes étaient affamées. Mais Elias connaissait le chemin. Il se déplaçait vite, le souffle court, ses bottes martelant la terre aride. Clara cria alors qu'une autre contraction ravageait son corps. « Je ne peux pas, haleta-t-elle. Je ne peux pas faire ça. » Si, tu le peux, grimaça Elias. Respire, accroche-toi à moi. Le feu les talonnait. Des arbres crépitaient et s'enflammaient le long de la crête. La fumée se déversait sur le sentier comme une marée noire. Clara enfouit son visage contre sa poitrine, essayant de se protéger de la chaleur, de la peur, de la douleur. Chaque pas la secouait, chaque bouffée d'air avait le goût des cendres. Puis, alors que sa vision commençait à se brouiller, ils l'atteignirent. La vieille cabane de pierre construite à flanc de colline, mi-cave à légumes, mi-souvenir. Elle avait aussi été un lieu de naissance il y a longtemps, quand Hope y avait vécu. Elias ouvrit la porte d'un coup de pied, la transporta à l'intérieur et la déposa sur le sol jonché de paille. Les murs étaient frais, épais, épargnés par le feu. Il fit vite, l'allongeant sur les couvertures, allant chercher de l'eau dans le tonneau entreposé à l'intérieur, allumant une petite lampe à huile. Dehors, le feu rugissait, mais la pierre étouffait le son, le réduisant à un grondement lointain.
Clara hurla alors qu'une nouvelle vague la submergeait. Son corps se plia en deux. Elle serra la main d'Elias, ses ongles s'enfonçant profondément dans sa chair. « J'ai peur, » murmura-t-elle. « Moi aussi, » dit-il en s'agenouillant à côté d'elle. « Mais tu n'es pas seule. » Des heures passèrent, ou peut-être seulement des minutes, c'était difficile à dire. La douleur se fondait dans la douleur. Elias lui épongeait le front, lui murmurait des encouragements, lui tenait la main à travers chaque gémissement et chaque cri. Il avait vu la mort emporter des femmes en couches 7 fois auparavant, mais cette fois, il se battit pour elle. Finalement, un silence, puis un dernier cri, aigu, brut, indéniable. Et par-dessus le son du vent et des broussailles crépitantes, un autre cri s'éleva, aigu, nouveau, vivant. Le vagissement d'un bébé remplit la cabane. Clara suffoqua, le corps tremblant. Des larmes coulaient sur son visage. Elias berça le petit paquet rouge dans ses bras, l'enveloppa fermement dans un linge et le lui tendit. « Une fille, » murmura-t-il. Clara rit et pleura en même temps, prenant l'enfant dans ses bras. « Rose, » dit-elle. « Elle s'appelle Rose. » Dehors, le feu commençait à mourir. À l'intérieur, la vie avait commencé. La première lueur de l'aube s'infiltra à travers les fissures des murs de pierre, douce et dorée, portant avec elle l'odeur de la terre brûlée et de la vie nouvelle. Le feu s'était déplacé pendant la nuit, sa fureur réduite à de lointaines traînées de fumée s'élevant à l'horizon. Mais son souvenir persistait dans l'air, s'accrochant à la peau et au souffle comme une ombre. À l'intérieur de la cabane, cependant, quelque chose de plus lumineux avait pris racine. Les cris du bébé retentirent à nouveau, féroces, implacables, pleins de souffle et d'une nouvelle détermination. Ce n'était pas le gémissement de quelque chose de fragile, mais le cri de quelque chose de déterminé à vivre. Il résonnait contre les murs de pierre comme un hymne, un son que personne n'avait entendu en ce lieu depuis 10 longues années, et il brisa le poids de ce silence en un seul instant. Elias s'agenouilla près de Clara, les mains tachées de suie et de sang, les épaules secouées non par la peur, mais par quelque chose de bien plus vulnérable, le soulagement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait en halètements irréguliers, comme s'il était lui aussi né de nouveau avec l'enfant. Il baissa les yeux vers Clara, qui tenait le nouveau-né contre sa poitrine de ses bras tremblants, le visage pâle d'épuisement et rayonnant d'émerveillement. Il y avait de la terre sur ses joues, de la sueur sur son front, mais ses yeux flambaient. Le bébé, glissant du tumulte de son arrivée, se tortilla et chercha aveuglément, en quête de chaleur, de lait, d'une voix qu'il connaissait. Ses doigts se recroquevillèrent dans l'air comme des pétales se déployant au soleil. Clara leva les yeux vers Elias à travers des larmes qui n'avaient pas encore séché. « Elle est forte, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Elle a du coffre, » répondit Elias d'une voix rauque, un fantôme de sourire étirant les commissures de ses lèvres. Les rides de son visage s'adoucirent un court instant, le faisant paraître presque jeune à nouveau, comme l'homme qu'il aurait pu être il y a longtemps, avant que le chagrin ne grave son nom sur son dos. Il tendit une main, hésitante, lente, comme s'il approchait quelque chose de sacré. D'un doigt tremblant, il effleura la joue du bébé. Sa peau était douce, incroyablement douce, comme de la soie chauffée par la lueur du feu. Elle cligna des yeux,
encore trouble du flou de la naissance, et laissa échapper un bâillement si petit, si humain, que cela le brisa de l'intérieur. Rose, murmura-t-il, elle sera rose. Clara serra l'enfant plus fort contre elle, ses lèvres pressées sur les cheveux humides de l'enfant. Tu l'as nommé? Non, dit Elias doucement. C'est toi qui l'as fait. Moi, je le crois maintenant. Il bougea, son corps s'affaissant sous le poids de ce qui venait de se passer, et s'appuya lourdement contre le mur de pierre. La fumée avait recommencé à s'infiltrer par les fissures, fine, pâle, presque oubliée, mais elle s'accrochait encore à eux. Le visage d'Elias, strié de suie, devint gris. Ses lèvres étaient gercées, ses yeux ternes. Le sourire de Clara s'effaça. Elias? Il ne répondit pas. Elias, répéta-t-elle, plus fort cette fois, l'urgence grimpant le long de sa colonne vertébrale. Le bébé gémit contre sa poitrine, sentant le changement. Toujours rien. Elle tendit une main tremblante vers lui, ses doigts se refermant sur son avant-bras. Il était mou, trop mou. Il s'affaissa sur le côté, s'effondrant sur le sol comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Non, non, Elias, s'écria-t-elle, plaçant Rose dans le creux de son bras et se traînant vers lui. Ses genoux raclèrent la pierre. Son cœur battait si fort qu'il noyait toute pensée. Regarde-moi, reste avec moi. Tu m'entends? Il ne bougeait pas. Elle pressa son oreille contre sa poitrine, retenant son souffle si fort que ça lui faisait mal. Là, un son, faible, superficiel, mais présent. S'il te plaît, murmura-t-elle en appuyant son front contre son épaule. S'il te plaît, ne pars pas. Pas maintenant. Pas alors qu'elle est là. Elle le secoua une fois, 2 fois, toujours rien. Et puis Rose cria, un hurlement perçant, furieux, qui déchira l'air comme un coup de tonnerre. Ce n'était ni la peur, ni la faim. C'était une injonction, un rappel à la vie. Elias haleta. Sa poitrine se souleva brusquement, puis retomba. Une autre respiration, rauque, râpeuse, mais vivante. Ses yeux s'entr'ouvrirent, d'abord sans le moindre repère, puis ils trouvèrent le visage de Clara. Elle a des poumons, croassa-t-il. Clara rit, le son se brisant à mi-chemin en un sanglot. Toi aussi. Il sourit faiblement, ses paupières se refermant à nouveau. J'imagine que j'en aurai besoin. Dehors, le feu se consumait en un souvenir, la fumée se dissipait, et à l'intérieur de cette cabane battue par les éléments et noircie par la suie, ils restèrent tous les trois, blottis les uns contre les autres, enveloppés de silence, de souffle, dans le miracle fragile de la survie, liés non par le sang, mais par le cri qui avait nommé un enfant et ressuscité un homme, liés par une rose qui avait fleuri au milieu des ruines. 1 an plus tard, la maison qui se dressait autrefois dans le silence bourdonnait de vie. La clôture en bois était reconstruite, solide et droite, enveloppée de vignes tendres et d'herbes sauvages revenues avec les pluies de printemps. Un berceau était installé près de la fenêtre, sculpté dans du cèdre et poli à la main, là où un bébé dormait autrefois et se tenait maintenant debout, apprenant à marcher, un pas chancelant à la fois. Les rosiers près du porche avaient fleuri. Pas tous, pas parfaitement, mais c'était assez. De délicats pétales roses s'ouvraient vers le soleil, têtus et tendres. Ils poussaient là où seul l'échec avait vécu auparavant.
À l'intérieur de la maison, des rires résonnaient dans la cuisine. Clara remuait un ragoût, fredonnant doucement, tandis que Rose babillait sur le sol, serrant une cuillère en bois comme un sceptre. Elias était assis à table, réparant le bras déchiré d'une poupée avec la même patience qu'il mettait autrefois à coudre des selles et des chaussures. Des lettres arrivaient maintenant, nouées d'un ruban bleu ou glissées dans des paniers de pain de maïs et de confiture de pêche. Certaines étaient des excuses, d'autres des bénédictions. Toutes provenaient des mêmes bouches qui avaient autrefois murmuré la cruauté. On leur laissait des courtes pointes, des chaussettes, et même un mot griffonné par une main d'enfant qui disait « Désolé pour ce que ma maman a dit ». Le porche était devenu un lieu de rassemblement les soirs de beau temps. Parfois, des voisins s'arrêtaient, maladroits au début, apportant une tarte ou de vieilles histoires. Clara ne demandait jamais pourquoi ils venaient. Elle se contentait de faire passer les gobelets en fer-blanc et les laissait revenir. Un matin, Clara tenait Rose sur sa hanche, désignant les fleurs près de la clôture. « Elle t'a appelé bas, hier, » dit-elle en souriant. Elias haussa un sourcil. « Avant ma » Clara rit. « 2 fois, j'ai compté. » Il gloussa, ce son calme et familier qui lui serrait encore la poitrine de la meilleure des manières. « C'est une petite maligne. »« Elle est à toi, » dit doucement Clara, signifiant bien plus que les mots. Il tendit la main et toucha la joue de l'enfant. « À nous ?» Ce soir-là, alors que le soleil se fondait en une lueur ambrée sur la vallée, Rose trottinait pieds nus dans la cour. Ses boucles rebondissaient à chaque pas, une main potelée agrippée à la tige d'une rose fraîchement cueillie. Elle poussa un cri de joie devant un papillon, trébucha et se releva imperturbable. Clara observait depuis le porche, la main posée sur son ventre, maintenant à nouveau arrondie par une nouvelle vie. Elias se tenait à côté d'elle, sa main doucement posée sur son dos. La terre autour d'eux, autrefois brûlée et stérile, avait reverdi. Pas parfaitement, pas facilement, mais elle était vivante. Et tandis que Rose courait en riant dans la lumière dorée, les pétales de sa rose traînant derrière elle comme des bénédictions, Clara murmura « Certaines choses doivent être perdues pour faire place au miracle, et même dans un endroit réduit en cendres, les fleurs peuvent encore éclore. Si cette histoire a remué quelque chose en vous, si vous avez ressenti la force tranquille d'un homme qui pensait n'avoir plus rien, la résilience d'une jeune femme se relevant d'une trahison, et le miracle d'une rose naissant des cendres, faites-le nous savoir avec un j'aime, un commentaire, ou, mieux encore, en vous abonnant. Ici, histoire d'amour du Far West, là où les romances oubliées reprennent vie, où les cœurs brisés réapprennent à battre, et où les miracles éclosent dans les terres les plus sauvages. Abonnez-vous pour rester avec nous à travers chaque récit de désir, de rédemption et d'amour qui a défié la frontière. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire où les balles ont manqué leur cible, mais pas les cœurs. Merci de chevaucher à nos côtés. On se retrouve dans la prochaine histoire.